Il faut que je résume l'histoire de ma vie. Je veux continuer à vivre même après la mort. On a autour d'Anne Frank des traces de vie, des traces visuelles. On peut s'imaginer, on peut raconter son histoire de vie. C'est avant tout une histoire de vie qui a été interrompue par la volonté politique d'un groupe qui s'appelait les nazis et d'un homme qui s'appelait Hitler qui a envahi l'Europe. On a un album de famille incroyable avec des centaines et des centaines de photos. On a des documents historiques très importants. Otto Frank décide de faire publier le journal d'Anne d'abord aux Pays-Bas sous forme de quelques feuillets. Et puis il y aura la première traduction en français en 1950. Première traduction du journal d'Anne Frank. On en est à plus de 80 aujourd'hui. Deuxième traduction en allemand. C'était la volonté d'Otto Frank que le texte soit traduit très rapidement en allemand pour faire savoir aux jeunes Allemands ce qui s'était passé. Dès qu'on va pouvoir montrer ces photos, dès qu'on va pouvoir documenter l'histoire d'Anne Frank, le journal va devenir célèbre. Mon père, le plus chou des petits papas que j'ai jamais rencontré, avait déjà 36 ans quand il a épousé ma mère, qui en avait alors 25. Ma sœur Margot est née en 1926 à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Le 12 juin 1929, c'était mon tour. J'ai habité Francfort jusqu'à l'âge de 4 ans. Comme nous sommes juifs à 100%, mon père est venu en Hollande en 1933. Ma mère, Edith Frank Hollander, est venue le rejoindre en Hollande en septembre. Margot et moi sommes allés à Aix-la-Chapelle où habitait notre grand-mère. Margot est venue en Hollande en décembre et moi en février et on m'a mise sur la table parmi les cadeaux d'anniversaire de Margot. La famille Frank, lorsqu'ils sont arrivés ici en 1933, début 1934, pensait ici être en sécurité, pouvoir vivre leur vie sans aucun problème, sans avoir à être discriminés, parce que les Pays-Bas étant neutres pendant la Première Guerre mondiale, Otto Frank pensait qu'en venant ici, si jamais il y avait une nouvelle guerre, les Pays-Bas resteraient neutres. Je suis entrée à la maternelle de l'école Montessori, la 6e. J'y suis restée jusqu'à 6 ans, puis je suis allée au cours préparatoire. En CM2, je me suis retrouvée avec la directrice, Madame Couperus. Nous nous sommes fait des adieux déchirants à la fin de l'année scolaire et nous avons pleuré toutes les deux parce que j'ai été admise au lycée juif où va aussi Margot. Notre vie a connu les tensions qu'on imagine, puisque les lois anti-juives de Hitler n'ont pas épargné les membres de la famille qui étaient restés en Allemagne. En 1938, avec les pogroms, mes 2 oncles, les frères de maman, ont pris la fuite et se sont retrouvés sains et saufs en Amérique du Nord. Ma grand-mère est venue s'installer chez nous, elle avait alors 73 ans. À partir de mai 1940, c'en était fini du bon temps. Hitler et son armée envahissent les Pays-Bas. Les Néerlandais vont capituler et c'est le début de l'occupation nazie à partir du 15 mai 1940 aux Pays-Bas. Pour la famille d'Anne Frank, ils vont essayer de se sauver comme ils ont fait en 1933. Les frontières sont complètement fermées, plus moyen de s'enfuir. Et c'est à ce moment-là que Otto Frank va essayer de trouver une autre solution pour s'enfuir ou pour ne pas rester entre les mains d'Hitler. Et ça va être de se cacher. Ce qu'on voit ici, c'est Verboten, verboten. Ça veut dire interdit aux Juifs. C'était des pancartes comme celle-ci qui était placardée un peu partout dans les endroits où les Juifs ne pouvaient plus aller. Donc à partir de 1941-1942, les nazis vont faire ici aussi plusieurs mesures anti-juives. Les Juifs ne peuvent plus aller dans les piscines, les parcs, les cinémas. Donc à tous ces endroits, il se trouve une pancarte comme ça leur interdisant l'entrée. Et bien sûr, ils portent l'étoile juive à partir de 1942. Tous les enfants juifs de 6 ans et plus devaient porter cette étoile. Et l'étoile, ils devaient eux-mêmes l'acheter. Les Juifs ne pourront plus avoir de compagnie, donc Otto Frank va devoir, sur papier, se résigner, dire « je ne suis plus le directeur de la compagnie Opekta ». Ça m'a fait un choc terrible, une convocation. Tout le monde sait ce que cela veut dire. Je voyais déjà le spectre de camps de concentration et de cellules d'isolement. Maman est allée chez Van Damme demander si nous pouvons nous installer demain dans notre cachette. Les Van Damme vont se cacher avec nous. Nous serons 7. Silence. Nous ne pouvions plus dire un mot. La pensée de papa, l'attente de retour de maman, la chaleur, la tension, tout cela nous imposait le silence. J'étais morte de fatigue, et j'avais beau savoir que ce serait ma dernière nuit dans mon lit, je me suis endormie tout de suite, et maman a dû me réveiller à 5h30. Heureusement, il faisait un peu moins étouffant que dimanche. Des trompes de pluie chaude sont tombées toute la journée. Tous les 4, nous nous sommes couverts d'habits, comme pour passer la nuit dans une glacière, et cela dans le seul but d'emporter d'autres vêtements. Aucun juif dans notre situation ne se serait risqué à quitter sa maison avec une valise pleine d'habits.
J'avais mis 2 chemises, 3 culottes, une robe et par-dessus une jupe, une veste, un manteau d'été, 2 paires de bas, des chaussures d'hiver, un bonnet, une écharpe et bien d'autres choses encore. J'étouffais déjà avant de sortir, mais personne ne s'en souciait. Margot a bourré son cartable de livres de classe, est allée chercher son vélo dans la remise et a suivi Miep qui l'emmenait vers des horizons inconnus de moi. En effet, j'ignorais encore quelle serait notre mystérieuse destination. À 7h30, nous avons refermé à notre tour la porte derrière nous. Le seul à qui il me restait à dire adieu, c'était Morchi, mon petit chat, qui allait trouver un bon refuge chez les voisins, ainsi que l'indiquait une petite lettre adressée à Monsieur Goldmüth. Les lits défaits, les restes du petit déjeuner sur la table, un livre de viande pour le chat à la cuisine, tout donnait l'impression que nous étions partis précipitamment. Mais nous nous moquions bien des impressions. Tout ce que nous voulions, c'était partir et arriver à bon port, et rien d'autre. Nous marchions sous la pluie battante, papa, maman et moi, chacun portant un cartable et un sac à provisions, bourrés jusqu'à ras-bord d'objets les plus hétéroclites. Les ouvriers qui allaient au travail à cette heure matinale nous lançaient des regards de pitié. Sur leur visage se lisait clairement leur regret de ne pouvoir nous proposer aucune sorte de véhicule. Le jaune éclatant de l'étoile en disait assez long. C'est seulement dans la rue que papa et maman m'ont dévoilé par bribes leurs plans pour nous cacher. Depuis des mois, nous avions fait sortir de la maison autant de mobilier et de vêtements que possible, et nous nous apprêtions à partir, nous cacher de nous-mêmes le 16 juillet. La convocation avait avancé de 10 jours notre départ, si bien qu'il nous fallait nous contenter d'appartements moins bien arrangés. La cachette se trouvait dans les bureaux de papa. Vous voyez donc la maison ici, le bleu, c'était la maison de devant qu'on appelle, donc c'est ici, le 263 Prinsengracht. Et le vert ici, c'était l'endroit où ils se sont cachés. C'est la Nex, ou la maison de derrière. Vous voyez l'arbre ici, l'arbre d'Anne Frank, on en a entendu beaucoup parler dernièrement dans les nouvelles. Et il est tombé l'année dernière, donc il n'y est plus, mais elle pouvait le voir. Donc c'est pour ça qu'on disait l'arbre d'Anne Frank. Il y avait une fenêtre en haut ici, qui n'était pas camouflée par des rideaux. Elle pouvait voir l'arbre qui, à chaque saison, changeait. C'était le seul point qu'elle avait avec l'extérieur. Les maisons ne sont plus ici. Maintenant, c'est le musée qui a tout pris ici. Et on voit évidemment la Westerkerk, l'église de l'Ouest. L'endroit ici, c'était la compagnie d'Opecta, compagnie qui fait une pectine pour faire de la confiture, un gélifiant. Ils faisaient une petite bouteille avec de l'eau et des fruits. Ils pouvaient faire une confiture facilement et à bon prix, qui était bien dans les conditions difficiles dans les années 30-40. Je vous amène ici pour vous présenter les 4 protecteurs, donc les 4 employés d'Opecta qui étaient au courant. Donc Otto Frank dans le milieu. Le directeur a demandé à ces 4 employés en qui il avait confiance. Est-ce que si on vient dans la clandestinité ici dans les bureaux, est-ce que vous êtes prêts à nous aider? Ici, on est dans un entrepôt, donc ici, les magasiniers travaillaient avec plein de produits différents. Il se trouve un tuyau, et quand Anne Frank écrit qu'elle n'avait pas le droit de tirer la chasse d'eau, c'était parce que, justement, le tuyau était là pendant la guerre aussi, et il y avait le monde qui travaillait ici ne savait pas qu'il y avait 3-4 étages plus haut Anne Frank et les 8 clandestins. Ici, c'était le bureau privé d'Otto Frank. Et il y avait la cuisine à côté des employés. Ce que les clandestins faisaient, ils pouvaient écouter la radio. Il y avait une radio dans le bureau privé d'Otto Frank. Et le soir, quand tous les magasiniers étaient rentrés chez soi à la fin du travail, à 18h, quelquefois les clandestins venaient ici écouter BBC, ce qui était illégal. Hein. Ils vont entendre le début du débarquement de Normandie en juin 1944. Ici, on voit une carte de la Normandie. Donc, quand ils allaient dans le bureau d'Otto Frank écouter la radio, ils suivaient les déplacements des troupes. Donc, pour être sûr que les magasiniers ou les autres employés qui n'étaient pas au courant qu'il y avait 8 clandestins ici, qu'ils ne puissent pas avoir de doute qu'il y avait vraiment du monde caché, on décide d'installer une bibliothèque pivotante. Bon, vous voyez, là, elle est ouverte, mais si elle est fermée, ça cachait l'entrée de l'annexe. Les employés venaient pratiquement jamais ici, mais au cas où, ils avaient mis la bibliothèque pivotante. On a mis une carte de la Belgique en haut pour cacher des trous et tout. Alors, on est ici dans la chambre donc de Otto Frank, le père d'Anne Frank, Edith Frank, la mère, et Margot, après quelques mois. Vos parents ont dû faire ça aussi, vous mesurez quand vous étiez petit. Donc, c'est les lignes de crayon pour voir que les filles grandissaient. Vous voyez que les filles donc ont quand même grandi en ces 2 années. Hein. On parle de 2 jeunes filles. Donc, Anne Frank est rentrée ici, elle avait 13 ans. Margot en avait 16, donc oui, on est encore en pleine croissance à ce moment-là.
Ils sont ici plus de 2 ans, même 25 mois, sans jamais sortir une fois à l'extérieur. Anne Frank l'écrit dans son journal. Lorsque Méprise, une des protectrices, venait leur porter l'épicerie, elle s'approchait d'elle pour sentir son manteau, justement parce que c'était le seul lien qu'elle avait avec l'extérieur. C'est très étroit. Il y avait ici des lits, pas l'air si petits parce qu'il est vide, mais si vous rajoutez l'ameublement. Et Anne Frank était ici pendant plus de 2 ans avec un homme qu'elle connaissait à peine, de 45 ans, qui était assez sévère. Donc elle en parle beaucoup dans son journal. Ça créait des frictions entre les deux. Anne Frank, on voit pendant les 2 ans qu'elle habite ici, elle va changer ses intérêts. Au début, c'est plus sur la famille royale et ensuite, elle va davantage s'intéresser à l'art, l'histoire. Donc, elle va coller des photos, elle va en rajouter, elle va en coller par-dessus lorsque ses intérêts vont changer. Donc, on peut voir à certains endroits qu'elle a collé d'autres photos par-dessus d'autres photos et qu'elle a fait des dessins. Attention, l'escalier qui est très raide. Donc ici, on est dans la chambre ou la pièce la plus grande de l'annexe. Donc c'est ici que les 8 clandestins venaient manger ensemble. Et c'était ensuite la chambre la chambre à coucher de la famille du couple von Pels, de Hermann et Auguste. Donc ici aussi, il va y avoir beaucoup de chicanes lors des déjeuners ou des dîners. C'est la chambre de Peter von Pels, donc le fils du couple von Pels. C'est le seul qui a sa chambre à lui tout seul. À présent, je ne vis plus que pour Peter, car c'est de lui que dépendra pour une large part ce qu'il adviendra désormais de moi. Ça donne accès au grenier. Par une des fenêtres, Anne Frank pouvait voir le clocher de l'église de la Westerkerk qu'on a vu tantôt. Et par une autre fenêtre, elle pouvait voir l'arbre qui se trouvait dans le jardin, donc l'arbre d'Anne Frank. Donc, le 4 août 1944, les clandestins sont dénoncés. On ne sait toujours pas par qui, mais toujours est-il que quelqu'un appelle disant « Je sais qu'il y a 8 Juifs cachés dans le Prinsengracht 263 ». Donc, la police néerlandaise, avec quelques SS, viennent ici, arrêtent les 8 clandestins, ainsi que les 2 protecteurs masculins. Les 2 femmes ne sont pas arrêtées, ils vont rester ici. Donc, c'est Méprise qui va aller dans l'annexe et qui va retrouver le journal d'Anne Frank sur le plancher. Parce que les nazis, quand ils sont arrivés, ont pris tout objet de valeur. Donc, les 8 clandestins sont arrêtés ici, sont ensuite envoyés dans une prison à Amsterdam pendant quelques jours pour voir s'ils faisaient partie d'un réseau de clandestins. On voit rapidement que c'est pas le cas, donc on les envoie dans un camp de transit à Westerbork, dans le nord des Pays-Bas. Les conditions sont pas extrêmement pénibles dans ce camp-là, donc il y a encore des écoles et tout, on essaie de faire une vie normale. Tous les mardis de Westerbork, il part un train qui va à Auschwitz. Ce qui est le pire, c'est justement d'attendre le transport du mardi. On sait jamais quand on va être sur la liste. Et le dernier train, c'est le 3 septembre 1944, et les 8 clandestins de l'annexe ici sont dans ce dernier train. Donc, ils vont arriver à Auschwitz le 6 septembre 1944, donc 3 jours plus tard. Et on est au début de la fin pour les nazis. Ils vont essayer de vider Auschwitz sachant que les Russes arrivent, pour justement que les Russes ne trouvent pas de traces de ce qu'ils ont fait. Donc, c'est pourquoi les 8 clandestins vont être ensuite dispersés dans différents camps de concentration en Europe. Sie waren getrennt worden von den anderen Familienangehörigen und sind alleine als Geschwisterpaar hier nach Bergen-Belsen gebracht worden. Sie wussten eben auch nicht, ob zum Beispiel ihr Vater noch lebte. Im Spätherbst 1944 aus Auschwitz mit einem der letzten Transporte, die aus Auschwitz abgegangen sind. Und sie kamen eigentlich, von hier, wie viele andere Frauen auch, von hier aus in die Zwangsarbeit geschickt zu werden. Sie kamen gemeinsam, sie waren auch gemeinsam in einer Baracke hier untergebracht. Und aus Gründen, die wir nicht kennen, sind sie tatsächlich nicht von hier weggeschickt worden, um irgendwo in einem Rüstungsbetrieb oder so zu arbeiten. Sie haben an dem Lagerzaun, der ihren Lagerteil von dem Austauschlager abgrenzte, auch noch eine langjährige Freundin von Anne Frank, die sie aus Amsterdam noch kannte, die auch aus Deutschland stammte, getroffen, mit ihr sprechen können. Aber sie konnten nicht in diesen Lagerteil rein, sondern die waren ja strikt voneinander abgetrennt.
Diese Frau, die überlebt hat, die heute in Israel lebt, war also sehr erschrocken über den psychischen und physischen Zustand von Anne Frank. Sie hatte sie ganz anders in Erinnerung. Sowohl die Erlebnisse in Auschwitz als auch dann die Lebenssituation in Bergen-Belsen müssen also Anne Frank schwer zugesetzt haben. Sie wirkt auf sie völlig anders, sehr geschwächt, sehr verzweifelt, ohne großen Lebensmut. Sie hatte den Eindruck, dass es eine ganz andere Person war, als sie eben aus Amsterdam noch in Erinnerung hatte. Und beide sind dann im Lauf des März 1945 an den Lebensbedingungen hier gestorben. Wir wissen nicht genau, ob sie nun mit Typhus infiziert war oder ob sie was sie für eine andere Erkrankung hatte. Wir können das eigentlich nicht genauer sagen, als dass wir es so formulieren, dass sie eben an einer Kombination von Hunger und Krankheit umgekommen ist. Vermutlich in einem der Massengräber beigesetzt, aber wir wissen nicht, wann genau sie gestorben sind und in welchem der Massengräber sie beigesetzt sind. Donc ils vont tous décéder, excepté Otto Frank qui va revenir en juin 1945 à Amsterdam. Donc, journal d'Anne Frank qui est retrouvé en 1944 après que les clandestins ont quitté. En 1945, en juin, est remis au père d'Anne Frank, Otto. Pour lui, c'est très difficile de le lire au départ. Il va le lire petit à petit. Il va en traduire beaucoup d'extraits en allemand pour la famille en Allemagne parce qu'Anne Frank l'a écrit en néerlandais. Et en 1947, il décide de le publier avec le titre qu'Anne Frank voulait donner à son livre. Le titre est Harterhuis, qui veut dire la maison de derrière, donc l'annexe. Ici, on présente donc le journal d'Anne Frank avec tous les pages volatiles qu'elle a rajoutées parce qu'elle n'en a pas eu assez pendant ces 2 ans de clandestinité de son petit journal. Lorsqu'elle a entendu à la radio que le ministre néerlandais voulait en faire des journaux à la fin de la guerre, donc elle s'est dit je vais moi aussi le publier après la guerre, donc elle l'a recopié en utilisant des pseudonymes pour les autres personnes. C'est un des livres les plus lus avec la Bible, traduit dans plus de 60 langues. On retient surtout dans l'histoire d'Anne Frank, elle a été brimée dans ses droits. C'est pour ça qu'on essaie ici de montrer jusqu'où peut amener lorsque quelqu'un est brimé dans ses droits fondamentaux. Ça peut aller très loin. The museum opened at 1960. Well, the objective is to show this hiding place of Anne Frank and the others in hiding to the public. And it was Otto Frank's wish that people would come here to see what happened here, to still realize that people nowadays are being persecuted because of their religion, their race, or the political beliefs. Es wird ja ganz viel nach Anne Frank gefragt. Damals war sie ja nun überhaupt nicht berühmt. Sie hat kein eigenes Grab. Sie selbst hat also keine Spuren hier hinterlassen. Aber es gibt natürlich Spuren, die andere für sie hinterlassen an dem Ort hier. Wir haben diese Erfahrung schon gemacht mit der ersten Ausstellung, die wir hier da haben ab und zu Besucher hier vor dieser Tafel Blumen abgelegt. Aber es gab keinen Grabstein oder Gedenkstein für Anne Frank. Dann haben sich die Erben von Anne Frank relativ spät entschlossen, hier so einen Gedenkstein für sie aufzustellen, der kein typischer Grabstein sein kann, weil man ja kein individuelles Grab von ihr hat. Haben viele Besucher das gesehen, dass es diesen Stein gibt, und dann haben sie spontan irgendetwas, was sie zufällig bei sich hatten, an diesem Stein abgelegt, weil sie das Gefühl hatten, dieses Mädchen oder diese junge Frau, Anne Frank, irgendwie habe ich das Gefühl, die zu kennen, durch dieses Tagebuch, was sie von ihr gelesen haben. Und später wussten die Leute dann, es gibt diesen Stein, und dann haben sie bewusst etwas mitgebracht und es dann da abgelegt, damit man sozusagen so etwas wie eine sichtbare Verbindung hat zwischen sich selbst und Anne Frank. Well, I would say come to visit the Anne Frank house, read a diary, and not only, read the diary to see what happened with Anne Frank and with so many like Anne Frank, but also enjoy her diary because it's so funny and so well written. So that might be nice to do for young people, especially if they've seen the secret annex like your pupils now today.